nous allons reprendre le cours. Donc vous vous souvenez que dans les deux derniers cours, nous avions vu comment des facteurs de transcription allaient agir sur la chromatine. Nous avions vu tout le problème de la régulation post-transcriptionnelle, modification post-traductionnelle des histones. Nous avions parlé également de la méthylation de l'ADN et de son rôle absolument essentiel dans la détermination du type cellulaire et dans l'autorenouvellement des cellules souches. Et puis nous avions terminé avec quelques généralités sur les facteurs de transcription, en particulier sur les types de domaines qui allaient assurer les liaisons à l'ADN. Alors, plutôt que de faire un catalogue qui serait certainement fastidieux de tous les facteurs de transcription qui sont impliqués dans le développement des cancers, et ils sont très nombreux, j'ai choisi plutôt de cibler ce que je vais vous dire sur un facteur de transcription central qui est P53, protéine dont on a déjà parlé, protéine qui est absolument maîtresse, centrale, déterminante dans le développement et l'évolution des cancers, et probablement aussi une des protéines qui, du fait de cette implication dans les cancers, a été le plus étudiée et pour laquelle on connaît donc un très grand nombre de niveaux de régulation qu'on va passer en revue aujourd'hui. Et ça va nous amener à parler de choses extrêmement différentes, à parler de biochimie, à parler de localisation subcellulaire, à parler de dégradation, à parler de souris et d'inactivation génique. Alors, juste une diapo historique pour vous rappeler que parmi les premiers oncogènes détectés grâce à leur capture par des rétrovirus, donc les oncogènes rétroviraux, eh bien, il y a un certain nombre de facteurs de transcription. Vous voyez, MIB-ETS, ici, REL, SKI. Donc, dès le départ, FOS. Donc, dès le départ, il y avait des liens extrêmement clairs, extrêmement forts entre régulation de la transcription et transformation cancéreuse. Alors, un schéma un petit peu temporel, découverte pour P53, découverte en 1979 par plusieurs équipes. Caractérisation moléculaire, ce qu'on appelle le clonage. On découvre qu'à ce moment-là, on propose au départ que P53 est un oncogène, et on verra que cette proposition que P53 est un oncogène venait du fait qu'on avait en fait cloné des formes mutées et que les formes mutées sont oncogènes. Et on découvre peu de temps après qu'en fait la forme normale, elle est capable de supprimer, de bloquer la croissance cellulaire, donc qu'elle est au contraire un anti-oncogène. Au début des années 90, on découvre que P53 est massivement mutée dans les cancers. Elle est également perdue dans un certain nombre de lignées. Et on propose cette expression qui a fait la fortune de son auteur, que P53 soit le gardien du génome du fait de son rôle dans le contrôle du cycle cellulaire, dans le contrôle de la réparation et dans les effets anticancéreux. On découvre peu de temps après que c'est en fait un facteur de transcription. Et puis on commence à faire des balbutiements thérapeutiques, dont on touchera un mot à la fin de ce cours. On commence en particulier à faire des adénovirus dans un but de thérapie génique. Et puis on commence aussi à chercher des inhibiteurs qui puissent devenir des médicaments. On en reparlera tout à fait à la fin du cours. Et on commence à partir des années 2000 à voir qu'il y a effectivement une relevance clinique de la détection de ces mutations chez les patients et que donc des patients porteurs d'une mutation P53 ne vont pas avoir le même type d'évolution spontanée, ne vont pas avoir le même type de réponse thérapeutique que les autres. Et en particulier, on va s'apercevoir que la mutation de P53 dans les tumeurs humaines est extrêmement liée à la vitesse de prolifération, au cycle cellulaire, et également extrêmement liée à ce qu'on appelle l'aneuploïdie, c'est-à-dire le réarrangement génétique à grande taille, les pertes de chromosomes, les gains de chromosomes, et donc qu'une tumeur P53 mutée chez un patient va très souvent être un chaos génétique, comme je vous en ai présenté quelques-uns dans les cours précédents. Et puis, c'était toujours difficile de faire de la médecine prédictive et de savoir ce qui va se passer dans le futur, mais nous sommes maintenant dans une nouvelle ère de P53 où on commence effectivement très sérieusement à moduler les traitements suivant la mutation, suivant le type de mutation, et à envisager que P53 soit un marqueur essentiel pour déterminer le type de traitement, et en particulier des traitements qui vont agir directement ou indirectement par le biais de P53.
Alors, une diapo que je crois que je vous ai déjà montrée, mais qui résume un des thèmes qui sera transversal au cours d'aujourd'hui au prochain, c'est finalement la pléiotropie des effets de P53. P53 est vraiment au carrefour de tous les types de stress, stress oxydant, donc stress métabolique par le jeûne, on y reviendra aussi, la carence en aliments est un très très bon activateur de P53, la carence en oxygène aussi, les ruptures de l'ADN, qu'elles soient spontanées ou qu'elles soient induites par des traitements. L'expression d'oncogènes est également un moyen majeur d'activer P53. Les dysfonctionnements dans l'assemblage des ribosomes sont également un facteur très majeur d'activation de P53. Et enfin, très importante quand on va parler du vieillissement, l'attrition des télomères du fait de leur non-réparation, de leur raccourcissement progressif avec l'âge, va être un facteur majeur d'activation de P53 qui va certainement être impliqué de manière importante dans le vieillissement, et on verra que les modèles souris le montrent effectivement. Donc, à côté de ces voies d'activation, il va y avoir les réponses, et ces réponses sont tout aussi variées que les voies d'activation. La réponse la plus célèbre, la première qu'on ait vue, c'est effectivement l'autodestruction cellulaire, qu'on appelle également l'apoptose, qui a été évidemment l'un des facteurs les plus simples qui a été directement lié à P53. Quand on transfecte P53 dans une cellule, bien souvent, on va obtenir directement de l'apoptose. Et puis, au fur et à mesure des années, d'autres phénotypes plus subtils sont apparus. Un autre qui a été trouvé très vite, c'est l'arrêt du cycle cellulaire, blocage de la prolifération, arrêt du cycle cellulaire en G1 ou en G2. Et puis, ensuite, on a découvert la sénescence, c'est-à-dire un arrêt de cycle définitif qui correspond en fait à un vieillissement cellulaire, l'angiogénèse, l'autophagie qui est à mettre en relation avec les stress métaboliques, la réparation de l'ADN, et puis quelque chose qui est extrêmement étudié en ce moment, qui est vraiment le cutting edge de la science sur P53 en ce moment, c'est le rôle sur le métabolisme, les liens avec le métabolisme qui sont encore mal compris, mais dont on a plusieurs indications, et j'y reviendrai, pour dire qu'ils sont probablement extrêmement importants. Alors cette diversité à la fois des voies d'activation et des résultats va être retrouvée dans la diversité des gènes cibles, et donc on connaît un certain nombre de facteurs donc des gènes cibles primaires qui vont être responsables des effets que je vous ai mentionnés. Dans l'apoptose, on connaît des gènes absolument essentiels comme BAX, NOXA, PUMA, qui sont des régulateurs maîtres de l'apoptose. Pour l'arrêt du cycle, le grand gène, c'est CDKN2-1, P21, qui est un des gènes maîtres de la régulation du cycle cellulaire. Et puis un certain nombre. Pour la sénescence, toujours P21, PML, PAI1, là encore tous des gènes maîtres. Pour la réparation de l'ADN, également des protéines absolument essentielles à la réparation de l'ADN. Pour le métabolisme et les antioxydants, les cestrines, TIGAR, P53, INP1, énormément de régulateurs maîtres de l'autophagie, et puis, très important, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais dans la régulation des cellules souches, P21 et un certain Notch et un certain nombre d'autres régulateurs essentiels de cette voie. Et donc, actuellement, ce que l'on cherche à faire, finalement, c'est de comprendre comment une même protéine peut se trouver au carrefour de tant d'effets différents et de chercher à comprendre si on peut, au fond, établir des liens directs entre un type de stress, P53 éventuellement modifié, on y reviendra, et puis un type de réponse comme l'autophagie, et d'arriver à comprendre finalement si on peut arriver à faire des relations directes entre un stress P53, un gène cible et une réponse biologique. Et ceci passe probablement par des modifications de P53. On va voir que P53 peut être soumise à de très nombreuses régulations post-traductionnelles, et on essaye de comprendre donc comment ces modifications vont pouvoir orienter la fonction de la protéine vers une voie particulière. Alors, autre diapo que je vous ai déjà montré, P53 est muté dans un très grand nombre de cancers,
et P53 qui s'associe à l'ADN sous forme de tétramère, comme vous le voyez ici, est muté sur un certain nombre de positions clés qu'on appelle des hotspots, des points chauds de mutation, qui sont souvent des arginines et qui correspondent en fait au point de contact entre la protéine et l'ADN. Et le fait qu'il existe ces hotspots suggérait qu'il pouvait y avoir peut-être plus qu'une simple inactivation. Et on verra qu'aujourd'hui encore, dans les 5 ou 10 dernières années, il y a eu d'énormes progrès pour comprendre qu'il existe au fond, avec les mutations de P53, des gains de fonction, pas seulement des pertes de fonction. Et ces gains de fonction, dont on parlera probablement au prochain cours, sont particulièrement nets avec ces mutants ponctuels, expliquant probablement leur prévalence, parce qu'il ne suffit pas, dans une tumeur, de bloquer la fonction de P53, il y a également la possibilité de bloquer la fonction d'autres protéines essentielles, et ceci est réalisé de manière particulièrement efficace lorsqu'on va toucher à ces positions-là. Alors, autre rappel qui touche au virus oncogène, là aussi, au moment de la découverte de P53, ça a été un facteur absolument majeur. Eh bien, P53 va être ciblé d'une manière ou d'une autre par la plupart des virus oncogènes et des virus bien connus comme le virus SV40 à travers une protéine spécifique qui s'appelle l'ARGT, qui est une protéine virale et qui va avoir la formidable propriété d'inactiver tout à la fois P53 et RB. Et cette inactivation de P53 et RB va être capable de mettre en cycle n'importe quelle cellule normale, et c'est bien sûr ce que veut le virus pour pouvoir se répliquer. D'autres virus, comme les adénovirus, vont avoir deux protéines différentes qui vont faire chacune de ces fonctions. E1b va inactiver P53, E1a va inactiver RB. Et puis, des virus dont on a parlé dans le cours de l'an dernier, les papillomas, qui sont responsables du cancer du col chez la femme, vont avoir une protéine spécifique qui s'appelle E6, qui va en fait cibler P53 en induisant sa dégradation par les mécanismes qui ont été élucidés maintenant. D'une manière, donc ça, ce sont les virus oncogènes les plus connus, mais d'une manière générale, pratiquement chaque virus est capable, d'une manière ou d'une autre, de bloquer un peu, beaucoup ou complètement la fonction de P53. Pourquoi? Parce qu'au fond, une infection virale, c'est une situation de stress aigu pour la cellule, et dans cette situation de stress aigu, le virus a tout intérêt à ce que les protéines de réponse au stress soient inactivées. Et donc, la plupart des virus ont développé des stratégies spécifiques pour bloquer cette réponse au stress. Alors, comment est-ce que P53 a été découvert? Je crois que c'est important de rappeler, et je sais que mes collègues et moi-même ne perdons jamais une occasion de le faire, qu'en biologie, la plupart des grandes découvertes se font par hasard. Et effectivement, P53 n'échappe pas à cette règle. P53 a été découvert par hasard, en fait, en étudiant des virus infectés par ce virus, des cellules infectées par ce virus SV40. Donc, je vous ai dit que SV40 était un virus capable de mettre en cycle et d'immortaliser pratiquement n'importe quelle cellule. On pensait à l'époque que les virus étaient les principaux, voire les uniques moteurs de la transformation cellulaire. Et donc un certain nombre d'équipes, toute la même année, de manière assez remarquable et dans une tranche de 6 mois, cherchaient à purifier des protéines associées à cette protéine virale pour essayer de comprendre au fond comment cette protéine virale allait fonctionner. Et ils ont donc découvert cette protéine qui a été appelée, du fait de sa taille, elle fait 53 kilodalton, et donc on l'a appelée P53, comme partenaire privilégié de grand T dans des cellules infectées. Donc au départ, c'était une protéine parmi beaucoup d'autres. Le grand T est capable de se fixer à de très nombreuses protéines, y compris, comme on l'a vu tout à l'heure, la protéine RB. Et puis il s'avère finalement que grand T n'est pas une protéine importante pour le cancer humain en général. Il y a très très peu de cas qui ont été rapportés d'infection par SV40, et dans ces cas-là, on n'est même pas certain qu'ils aient été à l'origine du développement de cancer. Par contre, P53, donc le partenaire recherché un petit peu par hasard, lui est devenu probablement la pièce centrale de la transformation cellulaire, le gène absolument essentiel au développement du cancer. Donc, on a dit ciblé par de nombreux virus.
Quand on a commencé à étudier P53, P53 était en fait cloné à partir de lignées cellulaires. Et ces lignées cellulaires, dans le processus d'immortalisation spontanée, avaient souvent muté P53, et donc de manière assez remarquable, au départ, P53 a été caractérisé comme un oncogène, c'est-à-dire que les premiers cDNA, les premiers vecteurs d'expression, portait la forme mutée de la protéine. Et donc, on a décrit cette protéine comme étant oncogène. On a même fait des souris transgéniques. Et dans ces souris transgéniques, on s'est aperçu effectivement que les souris transgéniques P53 allaient développer des tumeurs. Et ensuite aperçu qu'en fait, on avait travaillé pendant quelques années avec une forme mutée. Et que si on reprenait le clonage à partir de cellules normales, eh bien, on allait avoir cette fois-ci la forme sauvage. Et que cette forme sauvage, elle, avait des propriétés d'anti-oncogène. Anti-oncogène, quand on va la transfecter dans des cellules immortalisées, elles vont s'arrêter de pousser. Ça, c'est l'effet d'arrêt de cycle. Quand on va les transfecter dans des cellules immortalisées, elles vont mourir d'apoptose. Et le chaos, comme on va le voir dans un instant, le chaos chez la souris va prédisposer au cancer. À la fin des années 80, on s'aperçoit également que dans beaucoup de lignées, il va y avoir une perte d'expression ou une perte du gène. Donc il y a une sélection négative très forte dans le processus d'immortalisation spontanée. Et en 89, on découvre qu'il y a des mutations extrêmement fréquentes dans les tumeurs humaines. Donc non seulement il existe deux formes, la forme mutée oncogène et la forme normale qui est anti-oncogène, mais dans la cancérogénèse normale, si j'ose dire, touchant les patients, eh bien, P53 est très fréquemment muté, ce qui, bien sûr, allait augmenter la relevance de l'étude de cette protéine pour comprendre ce qu'est la carcinogénèse chez l'homme. Alors aujourd'hui, je me suis amusé ce week-end à vérifier ça. Si vous faites simplement dans PubMed mutation P53, il y a 21 000 références, 21 000 articles ont été publiés sur la question et depuis 30 ans, montrant que ça reste un sujet d'étude absolument majeur, parce que au-delà de l'inactivation et de la perte de P53 dans les tumeurs humaines, on sait maintenant, on commence à s'intéresser à des choses beaucoup plus précises, comme le phénotype de chaque mutation ou la conséquence de chaque mutation. Alors, au début des années 90, on commence la deuxième grande aventure après la génétique, qui va être la modélisation dans des modèles in vivo. Et les premières souris agéniques P53 sont décrites. Donc on a, grâce à la manipulation du génome, supprimé P53 chez la souris. Et vous voyez donc sur cette courbe de survie eh bien, que l'inactivation complète de P53 ralentit considérablement la vie de ces souris. Et la raison pour laquelle ces souris ont une vie courte, c'est qu'en fait, elles meurent de tumeurs. Elles meurent très rapidement de tumeurs. Ceci démontre donc in vivo, de manière indiscutable, que P53 a des effets anti-cancéreux, anti-tumoraux. Alors, de manière assez remarquable, vous voyez que ce qu'on appelle l'haploinsuffisance, donc l'existence de seulement un des deux allèles inactivés, va avoir un phénotype intermédiaire. Et donc, cela veut dire que la protéine P53, dans des conditions normales, est en fait en quantité limitante et que si on supprime même de moitié l'expression de la protéine, on va déjà avoir une réponse biologique qui va être la multiplication des tumeurs. Donc ça aussi, c'est le début d'une très grande aventure. Et si on fait dans PubMed toujours souris P53, on a 17 000 références, et 17 000 papiers, articles scientifiques ont été publiés sur la question, ce qui veut dire que ça reste encore aujourd'hui un sujet d'étude absolument majeur. Et ça reste un sujet d'étude majeur pour une raison qui est assez extraordinaire, c'est qu'au fond, pratiquement 30 ans, 25 ans après la description de ces souris, eh bien, on ne sait toujours pas quelle est la base de l'effet du protection du cancer. On a pensé pendant longtemps que la protection du cancer, contre le développement de cancer venait des fonctions pro-apoptotiques ou venait de la fonction de blocage du cycle. Et on a maintenant de très bonnes indications que ce n'est pas le cas et que la raison pour laquelle les souris P53 développent des tumeurs, vous voyez, avec une très forte fréquence et une très forte rapidité, eh bien, ça n'est pas lié à leur incapacité à bloquer le cycle, ça n'est pas lié à leur incapacité à activer l'apoptose,
Et il y a des indications sur lesquelles on reviendra peut-être à la fin du cours, qu'en fait ce sont les effets métaboliques de P53 et en particulier le contrôle du stress oxydant qui sont essentiels dans le contrôle de cette tumorigénèse. Alors de manière assez intéressante aussi, vous voyez que le spectre des tumeurs est assez différent entre les souris ++ et les souris --. Donc on peut ensuite arriver à voir que ce sont certains types cellulaires qui vont être ciblés de manière préférentielle lorsque l'on perd P53. Ceci dépend aussi largement, bien sûr, de la souche de souris dans laquelle on se positionne. Et donc, encore une fois, c'est un sujet d'étude encore très important. Alors, point important, et qui souligne ce que je vous ai dit au départ, c'est que les souris naissent normales. Les souris naissent normales, et ça veut dire que P53 n'a pas de rôle dans le développement. Le développement lui, est complètement normal. Contrairement à beaucoup d'autres gènes de cancer, P53 n'est pas un gène essentiel au développement de l'organisme, c'est un gène essentiel à la réaction au stress, et la réaction au stress, bien sûr, va s'observer dans le vieillissement, donc sur le long terme, mais à part quelques problèmes de fécondité dans certaines situations, il n'y a pas d'interférence avec les programmes de différenciation. Alors c'est une image pas très appétissante, mais qui voulait vous montrer aussi qu'il y a un effet sur le vieillissement. Et donc, des souris qui ont une augmentation de l'activité spontanée de P53, on verra comment à la fin du cours, vont avoir un phénotype de vieillissement. Et vous voyez donc ici une souris sauvage et une souris avec ce super allèle P53 au même âge. Et vous voyez donc les stigmates du vieillissement avec une perte de la masse musculaire, et puis cette énorme lordose qui, chez la souris, est un signe typique d'un vieillissement accéléré. Ceci est le résultat d'une hyperactivation de P53, donc soulignant le fait que P53 a ce rôle adaptatif et que finalement ce défaut d'adaptation au long cours va se traduire, quand il n'y en a pas assez, par des tumeurs et quand il y en a trop, par un vieillissement accéléré. Alors, pour être complet, il faut vous dire que ces souris ont aussi été très largement utilisées pour accélérer l'action d'autres oncogènes. Et quand on va avoir un oncogène qui ne suffit pas tout seul à donner des tumeurs chez la souris, eh bien on va les croiser, ces souris, sur un fond P53-, et dans l'immense majorité des cas, on va avoir une accélération formidable du développement des tumeurs liées à cet oncogène. Donc en termes de coopération oncogénique, P53 a été aussi très largement utilisé, et on verra pourquoi, puisqu'en fait, l'activation d'oncogènes majeurs à travers l'induction inappropriée du cycle vont activer P53 et un programme de sénescence ou de mort. Et donc, si on abolit finalement le frein, on va rendre l'accélérateur plus efficace. Alors, un dernier mot, qui est un sujet, encore une fois, que nous traiterons complètement à la fin du cours. Est-ce qu'il y a un lien avec la réponse thérapeutique? Alors ça, c'est une question très ancienne. Ça fait 20 ans qu'elle a été abordée par de très nombreuses études, de très nombreux groupes. Et la réponse aujourd'hui, c'est finalement on ne sait pas très bien. Chez la souris, les choses sont archi claires. Si on prend une souris P53, elle va être très largement résistante à l'irradiation aiguë. C'est un célèbre papier de Scott Lowe dans Nature il y a 20 ans. Quand vous irradiez massivement une souris, vous allez avoir une apoptose du thymus immédiate. En 1 heure, il n'y a plus une cellule vivante dans le thymus, et ceci est lié à l'activation de P53, puisque si on abolit la fonction de P53, eh bien, en réponse à l'irradiation thymique, il ne va rien se passer du tout. Donc c'est une fonction purement P53 dépendante in vivo chez la souris. Si on va prendre également des cellules primaires de ces souris KO, elles sont extrêmement résistantes à l'apoptose, en particulier l'apoptose induite par des agents comme l'irradiation ou la chimiothérapie. Et il n'y aura pas non plus d'arrêt de cycle en réponse aux génotoxiques, ce qui est donc logique avec l'idée que P53 active le contrôle du cycle cellulaire par P21 et l'apoptose par des gènes comme BAX et NOXA. Et donc il a été proposé très vite que P53 soit chez le patient
un facteur de résistance à la radiochimiothérapie. Et là encore, les études, comme je vous l'ai dit, ont été largement décevantes, probablement parce qu'on n'a pas regardé dans des contextes suffisamment propres, si j'ose dire, puisque beaucoup de protocoles thérapeutiques, finalement, associent radiothérapie, chimiothérapie. Et par ailleurs, comme je vous l'ai dit, les tumeurs P53 mutées sont des tumeurs qui poussent beaucoup plus vite, qui sont beaucoup plus proliférantes, et donc ça change largement les paramètres de ces études, mais on y reviendra. Il y a quelques études qui commencent à montrer des choses assez claires. Alors, dernière chose, l'inactivation génique. Eh bien, il existe chez l'homme un syndrome décrit par deux collègues américains, Lee et Fraumeni, donc qui s'appelle le syndrome de Lee-Fraumeni, qui décrit au fond des familles avec une incidence extrêmement forte de cancers divers. Vous voyez donc un arbre qui montre une transmission tout à fait typiquement dominante du trait. Et les caractéristiques, outre l'agrégation familiale, sont la survenue de tumeurs très jeunes. Vous voyez ici des ostéosarcomes à 13 ans, tumeurs cérébrales à 25, des schwannomes à 3 ans, suivi d'un ostéosarcome. Donc des tumeurs à la fois très jeunes, agrégées dans la famille, et également des tumeurs qui sont des tumeurs plutôt rares, et en particulier des sarcomes, qui sont, encore une fois, des tumeurs rares. Et si l'on regarde donc sur cet arbre, dans la tumeur, eh bien, on va avoir dans les cellules normales, coexistence d'un allèle mutant et d'un allèle sauvage, et dans la tumeur, perte de l'allèle sauvage. Et ceci donc répond parfaitement au modèle de Knudson pour les anti-oncogènes. Donc on se trouve dans la situation où on a déjà un gène qui est muté de manière constitutive, et donc on va avoir très facilement, en un seul événement génétique, passage à la délétion complète du gène et développement non pas du rétinoblastome dans ce modèle-là, mais de ces sarcomes. Donc P53 finalement est l'un des gènes ou des protéines les plus étudiées. Il a un lien extrêmement étroit et direct avec le cancer. On va voir qu'il a une régulation extrêmement complexe. Alors, on ne sait pas au fond si cette régulation extrêmement complexe vient du fait que c'est une protéine absolument centrale finalement à la vie, au vieillissement, au développement des tumeurs, ou si c'est simplement parce qu'on a tellement étudié cette protéine qu'on a trouvé énormément de choses et qu'on est rentré dans un niveau de complexité dans lequel on n'est pas rentré pour d'autres protéines. Il y a beaucoup d'analyses in vivo dans des organismes modèles principalement, mais pas seulement à la souris. On l'a vu, donc essentiel dans le cancer, très important aussi dans le vieillissement et probablement dans d'autres phénomènes biologiques. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de P53. Et de toute évidence, je ne vais pas vous résumer 17 000, 21 000 papiers sortis depuis 25 ans, mais juste vous me donner quelques coups de projecteur, quelques-unes des facettes qui sont les mieux connues de la régulation de cette protéine et qui permettent donc de comprendre des phénomènes qui, au niveau de la régulation, sont probablement des phénomènes assez généraux. Alors, on va d'abord parler des éléments de réponse, donc de la fixation sur l'ADN. Donc, vous vous rappelez que dans un des cours précédents, on a vu qu'il y avait au fond, pour l'activation d'un gène, d'abord ce que j'appellerais le sol. Il faut que le gène soit accessible. Il faut que la chromatine soit dans un état qui va permettre une interaction avec le facteur de transcription. Et puis ensuite, ce facteur de transcription va se fixer sur un site spécifique. Et grâce à un domaine de transactivation, il va pouvoir activer l'expression des gènes. Et donc, on va retrouver, dans tout ce qu'on va dire dans la demi-heure qui vient, finalement, ces trois niveaux de régulation, à la fois le site de fixation sur l'ADN, la présence et surtout l'abondance de la protéine, qui va bien sûr dicter sa liaison à l'ADN, et puis l'existence ou non d'un domaine de transactivation ou d'une fonction de transactivation. Et ça, on va voir que c'est très souvent réglé par des modifications post-traductionnelles. Donc, eh bien, ça n'est pas P53, hein, c'est un autre facteur, mais c'était juste pour vous rappeler qu'au fond, au départ,
cette interaction va être, si la chromatine est ouverte, va être réglée par deux choses, par l'abondance de la protéine et par l'affinité de la séquence de l'ADN pour cette protéine. Et donc ce sont les deux facteurs qui en première intention vont être absolument essentiels, la séquence, l'affinité de la séquence et puis la masse de la protéine. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver la séquence de liaison d'une protéine sur l'ADN? Eh bien, historiquement, la première méthode qui n'est pas représentée sur cette diapositive, c'est de trouver un gène extrêmement fort, par exemple BAX ou P53, et puis de chercher dans son promoteur, par ce qu'on appelle de la cartographie de délétion, quelle est la région du promoteur qui est nécessaire pour la réponse à ce facteur de transcription. C'est l'expérience classique il y a une vingtaine d'années. On va donc saucissonner le promoteur en petits morceaux. On va chercher une région qui est nécessaire à la réponse au facteur de transcription. Et puis ensuite, on va prendre cette petite séquence d'ADN qu'on va appeler l'élément de réponse. On va le greffer dans un autre promoteur qui n'était pas sensible à P53 ou un autre facteur de transcription. Et puis on va voir qu'en ayant greffé cet élément de réponse dans un promoteur hétérologue, ce promoteur hétérologue va maintenant devenir sensible au facteur de transcription. Donc ça, c'est la méthode historique, archaïque, si j'ose dire, et qui va bien sûr être relativement laborieuse pour donner un élément de réponse. Alors on a développé ensuite une autre approche très élégante, même si elle est un peu artificielle, qui s'appelle le SELEX. Donc le SELEX, au fond, ça consiste à immobiliser la protéine sur un support et à la confronter à une banque d'oligonucléotides au hasard. Et cette banque d'oligonucléotides au hasard, qui va être capable, qui va souvent avoir une extrême complexité, de parfois plusieurs dizaines de millions de séquences, cette bande d'oligonucléotides va être incubée en présence de la protéine. On va chercher à faire un complexe. On va purifier les oligonucléotides qui se fixent à la protéine. On va ensuite les éluer, les réamplifier. Et par une série de purifications itératives, on va au fond sélectionner de plus en plus les sites qui sont capables de se lier avec une affinité toujours plus importante. Plus on augmente le nombre de cycles, évidemment, plus on va avoir une plus grande affinité. Et ensuite, à un moment donné, on va séquencer ces oligonucléotides et on va chercher ce qu'ils ont de commun entre eux. Et ce qu'ils vont avoir de commun entre eux, ça va définir un site de liaison qu'on va appeler canonique, pour dire qu'il est idéal. Alors canonique, ça veut dire qu'il est à très haute affinité. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément présent dans la nature. Et on connaît des exemples où, en fait, surtout si on pousse trop le processus de sélection, on va obtenir des éléments qui ont une affinité tellement forte, ils sont tellement sélectionnés qu'on trouve parfois un ou deux gènes dans tout le génome qui ont ces éléments. Donc ça va permettre de définir un site optimal. Alors, ça, c'est une méthode biochimique. Elle est extrêmement élégante, elle est extrêmement puissante. Elle va encore une fois permettre de définir des sites de liaison optimaux, mais des sites de liaison optimaux, finalement, quand on incube des oligonucléotides avec une protéine recombinante dans un tube à essai. Et ça, c'est évidemment extrêmement différent de la vraie vie. Et dans la vraie vie, on n'est pas avec autant de protéines, on n'est pas avec de l'ADN nu, et puis on est avec de la vraie chromatine. Et donc, la technique qui a été développée ces dernières années, qui est plus complexe mais aussi beaucoup plus informative, c'est ce qu'on appelle l'immunoprécipitation de chromatine suivie de séquence. On en a déjà un petit peu parlé dans le cours précédent. Donc là, on part de vraies chromatines, on part d'un vrai génome, par exemple humain. On va le fragmenter, on va immunoprécipiter avec un anticorps, ici par exemple contre P53, et on va ensuite libérer ces fragments. Et ces fragments vont être ensuite séquencés, ils vont être alignés sur le génome humain, et donc on va pouvoir se faire une véritable carte d'interaction entre une protéine et le génome humain, carte qu'on va pouvoir lire directement sur le chromosome, gène par gène, en voyant les endroits où on va avoir des pics de fixation d'une protéine. Alors bien entendu, cette technique est infiniment plus puissante, elle est beaucoup plus complexe, à la fois de mise en œuvre et d'interprétation, elle demande souvent des compétences bioinformatiques, mais elle va décrire la réalité des vrais sites dans la vraie vie, avec leurs imperfections,
avec leur caractère relatif. Et puis, chose très importante, cette technique est bien entendu applicable à de très nombreuses autres protéines, et donc on va pouvoir réaliser, au fond, autour de ces sites, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les autres protéines, quelles sont les modifications de chromatine, quel est finalement dans la vraie vie l'environnement de P53 quand P53 est lié à la chromatine. Et donc ça va permettre de définir des sites de liaison, consensus, encore une fois, pas forcément optimaux, mais des sites de liaison dans la vraie vie, et ceux qui sont nécessaires à l'activation du gène. Et on va pouvoir, du coup, revisiter toute cette cartographie, revisiter tous ces gènes cibles, pour savoir, au fond, qu'est-ce qu'ils ont, quels sont les éléments de réponse qu'ils abritent dans leur promoteur, avec l'idée que peut-être qu'il existe des éléments de réponse particuliers pour l'arrêt de cycle ou pour l'apoptose. Alors cette idée finalement qu'on aurait pu croire un petit peu naïve, finalement se réalise un petit peu dans la vraie vie, si j'ose dire, et en particulier il est devenu extrêmement clair que les gènes impliqués dans l'apoptose contiennent des éléments de réponse à relativement faible affinité. Inversement, les gènes impliqués dans l'arrêt de cycle, et en particulier le gène vraiment prototype de l'activation par P53 qui est CDKN de 1A ou P21, mais également les gènes impliqués dans le métabolisme, semblent être des gènes avec une très forte affinité. Et ceci va tout de suite nous dire qu'au fond, le contrôle de l'arrêt de cycle ou le contrôle du cycle, ou le contrôle du métabolisme sont probablement des fonctions qu'on pourrait qualifier de basales, qui vont être réalisées avec des petits niveaux de protéines, alors qu'à l'inverse, l'apoptose, qui est évidemment une décision extrêmement violente, puisque c'est le suicide de la cellule, eh bien, ce suicide de la cellule va demander de très fortes concentrations, de très forte concentration d'une protéine hyperactivée, et c'est seulement donc avec l'hyperactivation qu'on va induire la mort étant bien entendu pour une cellule la solution de dernière extrémité quand vraiment les dégâts sont trop importants. Et donc on a pu commencer à faire ces cartes dont je vous parlais, avec pour chacun des gènes, et encore une fois, le fait que P53 soit un tétramère va se retrouver dans le fait qu'il va y avoir quatre demi-sites se liant à une protéine, et les gènes d'apoptose, comme par exemple BAX, sont des gènes à relativement faible affinité, alors que les gènes impliqués dans le métabolisme vont, eux, être des gènes, au contraire, à très forte affinité. Alors, on peut, grâce à cette technique, grâce à sa puissance et grâce au nombre de situations qu'on va pouvoir envisager, commencer à s'intéresser à d'autres choses. En particulier, on va pouvoir chercher des motifs adjacents pour d'autres facteurs de transcription, faisant qu'un complexe va être beaucoup mieux fixé qu'un autre. On peut chercher aussi des effets des séquences de voisinage, et on sait que pour certains facteurs de transcription, bien sûr, il y a la zone qui va directement fixer la protéine, mais les bases adjacentes vont également avoir un rôle important pour optimiser la fixation entre ces protéines et la cible. On peut pouvoir également avoir des considérations architecturales quand il va y avoir deux protéines différentes entre l'espacement. L'espacement entre ces deux protéines va être important, et puis des effets sur la séparation des nucléosomes. Et puis, on a décrit également des modes de régulation négatifs par P53, par exemple à travers une compétition pour la fixation, le recrutement de protéines impliquées dans la répression comme les HDAC, ou la création d'un complexe soluble qui va titrer finalement un facteur de transcription et l'arracher de l'ADN, et on verra que ça c'est probablement important dans le cas des mutants gain de fonction. Et puis dernière situation, c'est la modulation indirecte des effets d'un facteur de transcription, et ça c'est très bien décrit par exemple pour P21. P21 va inhiber le cycle cellulaire à travers des interactions en jouant sur la phosphorylation de RB, et donc ceci va conduire à une extinction secondaire de tous les gènes impliqués dans le contrôle du cycle. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les éléments de réponse.
Et on va maintenant parler d'un deuxième point qui est le contrôle après dans la formation de ce complexe, hein, donc élément de réponse à haute affinité. La seconde chose qui va être extrêmement importante, c'est bien sûr le contrôle de l'abondance de P53, et donc tout ce qui va s'intéresser à la régulation de la transcription de P53 et également à la régulation de sa dégradation avec un complexe extrêmement important qui est l'ubiquitine ligase responsable de la dégradation, MDM2, et son régulateur ARF. Mais on va s'arrêter quelques secondes avant. Bon, donc comment est-ce que l'abondance de P53 est réglée? Eh bien, de toute évidence, il y a deux moyens de régler l'abondance d'une protéine. Le premier moyen, ça va être de réguler sa synthèse et d'augmenter sa synthèse, et le deuxième moyen, ça va être de bloquer sa dégradation. Et effectivement, dans le cas de P53, on va retrouver ces deux grands moyens. Alors, la transcription de P53 est en fait réglée par la cascade de l'interféron. Donc l'interféron est un peptide de signalisation contre les virus. Donc les virus vont induire la synthèse de cet interféron qui va se lier à un récepteur, induire l'activation d'un certain nombre de protéines maîtresses, en particulier STAT1, et se fixer sur leur gène cible. Et parmi cette pléiade de gènes cibles, et on connaît plusieurs centaines de gènes cibles de l'interféron, eh bien l'un d'entre eux est P53. Et donc on va avoir une induction certes modeste, mais significative de la transcription de P53 par l'interféron. Et ceci va donc conduire, dans le cas d'infection virale par exemple, à une modulation de la survie des cellules, en particulier induire, en cas d'infection grave et majeure, l'apoptose de ces cellules infectées par les virus. Alors, ceci est un domaine qui est en cours d'exploration, quelque chose qui intéresse beaucoup, en particulier les gens qui s'intéressent aux cellules souches hématopoïétiques, parce que, d'abord, l'interféron a été utilisé en thérapeutique, en particulier dans le mélanome et dans les leucémies myéloïdes chroniques, avec un effet bénéfique dont les mécanismes n'ont jamais été vraiment bien élucidés ni bien compris. L'induction de P53 pourrait en faire partie. Et depuis quelques années, on a montré que l'interféron et P53 ont un rôle absolument majeur dans la biologie des cellules souches hématopoïétiques. Et en particulier, la réponse à l'interféron des cellules souches hématopoïétiques se traduit par une prolifération extrêmement rapide, suivie, dans certains cas, d'une apoptose. Il y a donc cette double facette d'une prolifération immédiate, apoptose induite, et dans certains modèles chez la souris, on n'a pas pour l'instant de données chez l'homme, on va avoir un épuisement des cellules souches qui va être hématopoïétique, qui va être la conséquence
de l'exposition à l'interféron. Et ceci, au fond, est un modèle de vieillissement. Et bien entendu, il est raisonnable de penser que P53 puisse avoir un rôle là-dedans. C'est un sujet, encore une fois, en cours d'étude. Alors, on en parlera probablement un peu plus tard, mais P53 a probablement des fonctions assez différentes dans les cellules souches et dans les cellules normales. Et donc, tout ce qui est contrôle du cycle, contrôle antioxydant, a l'air d'être relativement différent quand on compare les cellules souches aux cellules normales. Et ce que je vous disais, et donc ceci, encore une fois, est quelque chose qui est en cours d'étude et on en saura plus dans quelques années. Alors, la transcription, on vient d'en parler. P53 est une protéine qui est soumise à une extraordinaire variété de modifications post-traductionnelles. Elles vous sont représentées ici. La phosphorylation d'abord, et vous voyez que cette phosphorylation est très majoritairement concentrée sur les domaines de régulation de l'activation transcriptionnelle, les domaines de transactivation. Le domaine de transactivation dans P53 est situé en N-terminal. Et vous voyez que cette région est massivement soumise à des phosphorylations dont on va voir qu'elles ont un rôle dans le contrôle de la stabilité. Et P53 est également modifié, comme on l'a vu dans le cours précédent pour les histones, par l'acétylation. Vous voyez que là encore, des acétylations, par contre, elles sont plutôt concentrées dans la région C-terminale, dans un domaine de régulation dont on verra qu'il est complexe et probablement extrêmement important. Encore une fois, comme les histones, il va y avoir aussi une méthylation extrêmement importante dans ce même domaine. Et puis, P53 est également modifié par conjugaison à des peptides, peptides de la famille de l'ubiquitine, on va y revenir dans un instant, mais aussi peptides de la famille SUMO ou de la famille NED8. Et donc, vous voyez qu'on a finalement, à partir d'une protéine, une extraordinaire variété de formes possibles suivant ces modifications post-traductionnelles ou surtout leurs combinaisons. Et vous voyez qu'avec des combinaisons, on va pouvoir avoir très facilement plusieurs centaines d'espèces moléculaires différentes et dont on va voir qu'elles sont au niveau fonctionnel très, très différentes. Alors voilà une autre figure de la même chose, hein, ça c'est pour vous dire que c'est vraiment compliqué, avec toutes les modifications post-traductionnelles et surtout avec toutes les protéines, toutes les enzymes qui vont être responsables de ces modifications. Vous voyez qu'il y en a énormément et dans ces modificateurs, eh bien, on va retrouver des tas de protéines qui sont amplifiées ou perdues dans des cancers, impliquant donc, suggérant que les modifications post-traductionnelles qu'elles vont faire subir à P53 peuvent jouer un rôle dans leur pouvoir oncogène, et on va voir que c'est le cas en particulier pour la protéine MDM2. Donc, sur la dégradation, eh bien, on a compris l'importance de la dégradation dans la stabilité de P53 avec des expériences très anciennes, expériences de traitement par des génotoxiques. Alors ici, c'est de l'adriamycine, hein, qui est un intercalant. L'adriamycine est un des médicaments le plus utilisés dans le traitement des cancers. On sait qu'il a des effets anticancéreux, mais la base exacte de ces effets anticancéreux n'est pas encore très, très bien comprise. Mais un des aspects que vous voyez ici, c'est une formidable augmentation de la stabilité, de l'abondance de P53. La transcription de P53 ne bouge pas. C'est donc une modification de la stabilité de la protéine. Vous voyez la même chose avec une dose-réponse. Donc, les génotoxiques vont massivement induire P53. Et ceci, bien sûr, est à mettre en parallèle avec ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'apoptose des cellules thymiques. Je vous ai dit qu'il fallait beaucoup de protéines pour activer les gènes d'apoptose, mais quand on est dans ce genre de concentration, il n'y a pas de problème pour induire la mort. Alors, assez rapidement, on a compris que casser l'ADN, comme peut le faire l'irradiation ou l'adriamycine, va induire une cascade de phosphorylation, et cette cascade de phosphorylation va phosphoryler massivement l'extrémité N-terminale. Vous vous rappelez que c'est cette extrémité N-terminale qui possède justement le plus de sites de phosphorylation. Et cette extrémité N-terminale est en fait
la zone d'interaction avec une protéine très importante qui s'appelle MDM2. MDM2 est une protéine qui va contribuer à la dégradation de P53 en lui collant des résidus d'ubiquitine. Et donc, le fait de la dégradation de P53 à l'état de base est continuelle, c'est-à-dire qu'à l'état de base, P53 va se fixer à MDM2 et MDM2 va ubiquitiner les P53 et la dégrader. Et si on phosphoryle cette région N-terminale, eh bien, on va casser l'interaction entre P53 et MDM2. On va également modifier certaines fonctions de MDM2 à travers sa propre phosphorylation, et ceci va donc conduire à l'accumulation de la protéine P53 du fait d'une non-dégradation, comme vous l'avez vu dans la diapositive précédente. Alors, le cycle, juste un mot pour vous rappeler le cycle de l'ubiquitine. Donc, l'ubiquitination est un processus complexe qui fait appel d'abord à une enzyme de type E1 qui, de manière ATP dépendante, va pouvoir activer ce résidu d'ubiquitine sur cette enzyme E1 qui va ensuite la transférer sur une enzyme E2 qui va donc être chargée sur l'ubiquitine. Et grâce à un adaptateur moléculaire qu'on appelle une protéine de type E3, on va pouvoir réaliser un complexe trivalent entre cette enzyme E2 chargée, la cible, ici représentée en vert, P53 dans le cas qui nous intéresse, et vous voyez que E3 va agir comme une colle moléculaire avec ces deux sites, un site spécifique pour la cible et un site spécifique pour le 2 chargé. Et ceci va donc conduire à l'ubiquitination de la protéine cible. Alors, comme vous le voyez ici, donc, transfert finalement par l'intermédiaire de ces 3 protéines de l'ubiquitine sur une lysine de la cible. Alors, l'ubiquitination peut prendre toutes sortes de couleurs ou toutes sortes de goûts. On peut avoir de la mono-ubiquitination, on verra tout à l'heure que ça existe pour P53 et que ça régule la localisation cellulaire. On peut avoir des multiples mono-ubiquitinations, et puis on peut avoir création d'une chaîne de polyubiquitine sur plusieurs sites distincts de branchement sur l'ubiquitine. Et dans le cas des chaînes de polyubiquitine sur le site 48, on va créer une chaîne qui va interagir avec le protéasome, qui est un complexe enzymatique responsable de la dégradation régulée de la plupart des protéines et qui va donc permettre de dégrader de manière spécifique cette protéine. Alors, dans le cas de P53, comment sait-on que MDM2 est vraiment important pour P53 ? Eh bien, par des expériences d'inactivation en cellules, et puis la preuve définitive a été apportée par une expérience extrêmement simple et très élégante, dans laquelle on a pu inactiver MDM2 par inactivation génique chez la souris. Si on inactive un allèle, vous voyez qu'il ne se passe rien, et si on inactive les 2 allèles, on va avoir une mort extrêmement rapide in utero, traduisant donc le fait que MDM2 est indispensable à la survie de l'embryon. Eh bien, si on va maintenant faire un croisement génétique plus complexe et inactiver chez ces embryons qui n'ont plus de MDM2, si on inactive P53, eh bien à ce moment-là, on va retrouver le développement normal. On va avoir des embryons, enfin des souriceaux qui vont naître viables. Il n'y a pas d'effet sur le développement, donc ils sont viables, mais ils sont extraordinairement susceptibles au développement de tumeurs, comme finalement les embryons, comme les nouveau-nés P53-. Et donc cette expérience génétique montre que finalement, la fonction principale de MDM2 est bien de détruire P53 et que c'est cette hyperactivation de P53 dans l'embryon qui va être responsable de leur mort. Vous voyez que si on bloque finalement MDM2 chez les embryons, eh bien P53 ne sera plus dégradée. N'étant plus dégradée, elle va se stabiliser, être fortement stabilisée, et elle va activer des programmes de sénescence ou de mort, mais dans tous les cas, des programmes qui vont bloquer le développement embryonnaire. Donc ça, c'est une expérience très simple, extrêmement démonstrative, extrêmement élégante, et qui montre que, au moins chez l'embryon, la cible principale de MDM2, c'est bien P53, et que, comme je vous l'ai dit, l'hyperactivation de P53 in vivo va conduire à un phénotype de mort ou de vieillissement très accéléré, et en tous les cas est incompatible avec la vie embryonnaire. Bon, donc, ce rôle absolument essentiel de MDM2. Et alors, les choses deviennent
plus compliquée et en même temps plus élégante, puisque MDM2 fait en fait partie d'un rétrocontrôle normal de l'activité de P53. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement général dans le domaine de la régulation de la transcription. C'est-à-dire que la régulation de la transcription doit se terminer. Il doit y avoir un système de rétrocontrôle négatif. Un activateur transcriptionnel, une fois qu'il est fixé sur l'ADN, eh bien, il crée un complexe qui est stable. Il faut donc arriver à avoir des mécanismes de rétrocontrôle qui vont libérer ce promoteur et qui vont faire qu'on va avoir finalement une vague d'activation transcriptionnelle et qu'ensuite on va libérer ce promoteur. Eh bien, dans le cas de P53, cette libération, si j'ose dire, elle se fait par MDM2. En effet, MDM2 est un gène cible majeur de P53 et donc quand on stabilise P53, on va activer fortement la transcription de MDM2, la protéine MDM2 va s'accumuler et va dégrader P53, permettant donc d'assurer cette vague définie dans le temps d'activation transcriptionnelle, et ensuite va le polyubiquitiner, encore une fois, l'adresser vers le protéasome. Donc on a une boucle d'autorégulation négative faisant qu'on va réguler l'activation de P53. Donc, un premier niveau de régulation. Un deuxième niveau de régulation, on peut se poser bien sûr, si MDM2 est un régulateur essentiel de P53, comment est-il lui-même régulé? Eh bien, on a vu qu'une des méthodes de régulation, c'était la phosphorylation de l'extrémité N-terminale de MDM2, mais il y a d'autres régulations de MDM2, comme d'ailleurs de son frère jumeau qui s'appelle MDM4 ou MDMX, qui vous est représenté ici. Donc vous voyez qu'il a exactement la même structure que MDM2. Et en fait, lui a aussi la capacité de se fixer à P53, mais il ne va pas la dégrader, il va simplement l'inactiver. Donc c'est un parent de MDM2 qui a la capacité de se fixer à P53 et d'inactiver sa fonction. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il existe une régulation transcriptionnelle de MDM2 et MDMX, régulation transcriptionnelle par P53, on vient de le dire, donc qui est partagée entre MDM2 et MDMX, mais également régulation par d'autres voies majeures de signalisation. On a vu les œstrogènes, les mitogènes, la voie interféron avec IRF8, la voie NF-κB, une voie de survie essentielle et de stress aussi dans la cellule. Et puis dans le cas de MDMX, l'activation de signaux mitogéniques par la voie RAS. Donc, indépendamment de la phosphorylation de P53, il y a également d'autres voies extrêmement importantes de régulation de la transcription de MDM2 et de MDMX. Donc, on est dans la régulation du régulateur. Et par ailleurs, indépendamment de la régulation transcriptionnelle de ces régulateurs, il existe également une régulation par des modifications post-traductionnelles, en particulier des phosphorylations, comme vous pouvez le voir, qui sont absolument majeures ici, aussi bien pour MDM2 que pour MDMX. Il existe également une régulation qui passe par des ubiquitines protéases, donc des enzymes qui vont être capables de découper la chaîne d'ubiquitine une fois qu'elle est constituée. Vous est représenté ici l'une d'entre elles qui est USP7. Et donc USP7 va être capable de s'associer aux trois partenaires, s'associer à P53, à MDM2 et à MDMX. Et en réponse à la phosphorylation, en réponse au dommage à l'ADN, eh bien, on va libérer USP7 de MDM2 et ceci va conduire à l'extension de la chaîne de polyubiquitine sur MDM2 et sur MDMX et donc à la dégradation par le protéasome. Dégradation par le protéasome de MDM2 et MDMX qui vont bien sûr indirectement activer la voie P53. Donc vous voyez une régulation à de très nombreuses étapes et encore une fois, ces étapes sont étroitement régulées à la fois dans la physiologie normale et également dans la transformation cancéreuse. Alors, comme si tout ça n'était pas suffisamment compliqué, il y a encore d'autres niveaux de régulation, et qui sont encore une fois des niveaux de régulation importants, c'est que MDM2 a lui-même des partenaires. Donc, le régulateur de P53 a lui-même des partenaires essentiels, et parmi ces partenaires, on a donc, ça c'est la situation normale, je vous
rappelle, MDM2 effet négatif sur P53, MDM4 effet négatif aussi sur P53, MDM2 a également un effet négatif sur MDMX. Quand on active les voies de kinase en réponse à l'irradiation, un peu tout le monde va être phosphorylé et ceci va conduire à la stabilisation de P53. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi de vous montrer cette diapositive, ce sont les partenaires essentiels de MDM2 que sont les protéines de ribosome, les protéines ribosomales. Vous vous rappelez que dans les toutes premières diapos que je vous ai montrées, je vous ai dit que P53 était un senseur extrêmement important des désordres de formation des ribosomes. Les désordres de formation des ribosomes, c'est extrêmement important puisque ça va être toute la quantité et la qualité de la synthèse protéique. Donc ça a besoin d'être régulé d'une manière extrêmement fine. Et effectivement, un des moyens, c'est la liaison de MDM2 et de protéines ribosomiques comme L11. Et donc quand les ribosomes sont mal formés, il va y avoir libération d'un certain nombre de protéines ribosomiques qui vont pouvoir se lier à MDM2 et bloquer sa fonction. Et puis, un autre partenaire extrêmement important, c'est une protéine qui s'appelle ARF. ARF est une protéine qui est synthétisée en réponse au stress, et en particulier au stress lié à la prolifération brutale, comme on peut l'observer dans l'oncogénèse. Donc si on met un oncogène extrêmement puissant dans une cellule, par des mécanismes qui ne sont pas entièrement élucidés, il va y avoir formation d'une grande quantité de ARF, et ARF est un très puissant inhibiteur de MDM2, et donc on va avoir, en réponse à l'activation violente d'un oncogène, inhibition de MDM2, activation de P53 et induction de sénescence. Vous vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure qu'un des moyens classiques d'accélérer la transformation in vivo, quand on a un oncogène qui en quelque sorte ne marche pas très bien, c'est d'enlever P53, et bien en fait ça permet de libérer ce frein, et en libérant ce frein, l'oncogène va activer ARF, ARF va activer P53, P53 va donner de la sénescence. Si on enlève P53, et bien on va augmenter de manière extrêmement forte in vivo l'activité de beaucoup d'oncogènes. Bon, alors, vous allez me dire tout ça, c'est bien compliqué, mais vous vous doutez peut-être que la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que c'est compliqué, mais c'est important. Et la raison qui vous prouve que c'est important, eh bien, c'est que MDM2 n'est pas seulement ce régulateur négatif par ubiquitination et par dégradation, c'est aussi un oncogène majeur. Et c'est un oncogène majeur qui va être amplifié, en particulier dans certaines tumeurs des tissus mous, ce qu'on appelle des sarcomes. Ça vous est représenté ici. Donc ici, c'est du FISH. Vous voyez que des gènes à copie unique sont représentés par un point rouge. Donc ça traduit le fait que vous avez donc les deux allèles maternels et paternels. Et vous voyez que MDM2 qui est représenté ici en vert, là vous avez des dizaines et des dizaines de points différents. Ceci traduit ce qu'on appelle l'amplification génique. MDM2 est un gène qui est fréquemment amplifié dans les sarcomes. Vous pouvez le voir ici, donc encore une fois en morphologie. Vous pouvez le voir ici sur une autre technique qu'on appelle l'hybridation génomique comparative, où on va pouvoir au fond calculer le nombre de copies de chaque locus sur le chromosome. Et là, vous voyez un grand pic. Et ce grand pic traduit le fait qu'on a plusieurs copies de MDM2 sur le chromosome du fait de cette amplification. Et vous voyez effectivement que MDM2 est situé au centre de cet amplicon. Donc, ceci vous montre que, pas seulement chez l'embryon de souris, mais dans des cancers humains, dans des sarcomes, on va avoir cette amplification de MDM2 avec une grande fréquence. Alors, de manière assez intéressante et encore très largement incomprise, cette amplification de MDM2 est surtout observée dans les sarcomes, pas tellement observée dans d'autres types de tumeurs. Et on ne comprend pas très bien encore pourquoi c'est ce type particulier de tumeur qui va choisir d'amplifier MDM2 plutôt que d'inactiver P53. Alors, on a exactement la même chose pour MDM4 ou MDMX, et ceci a été bien décrit. Alors, vous ne pouvez pas le voir d'ici, hein, c'est un rétinoblastome chez la souris. Et en fait, on a donc pu, et ceci illustre ce que je vous ai dit précédemment, la perte des deux allèles de RB va donc déréprimer
les complexes de régulation des gènes du cycle cellulaire, ce qu'on appelle les complexes E2F, induire une brutale entrée en phase S, typique donc de cette prolifération brutale et non régulée liée à la perte de RB. Je vous ai dit que cette prolifération brutale allait induire la synthèse de ce gène ARF. ARF va bloquer MDM2, et comme MDM2 est bloqué, on va avoir activation de P53, et donc on va avoir dans un premier temps un de ces mécanismes de sauvetage, de sauvegarde, qui fait que la perte de RB ne va pas instantanément se traduire par une tumeur. Vous avez d'abord encore un frein qui fonctionne, et ce frein passe par cette cascade que je viens de vous décrire. Eh bien, dans la progression de la maladie, chez la souris comme chez l'homme, on va avoir une amplification génomique de MDMX ou MDM4, encore une fois, qui est observée typiquement dans un assez grand nombre de rétinoblastomes humains. Et ceci va permettre de casser le frein, finalement. Donc là, on a mis en route l'accélérateur. Dans un premier temps, on a un frein qui passe par P53. Et bien, dans un deuxième temps, on va après la perte de RB, on va avoir une amplification de MDMX. Cette amplification de MDMX va permettre, grâce à sa capacité de se fixer à P53, de bloquer l'action d'inhibition de la croissance, l'action de sénescence de P53, et donc malheureusement de permettre à ce moment-là le développement rapide de la tumeur. Alors, dernière illustration, eh bien, c'est ARF. ARF aussi, dans de très nombreuses tumeurs humaines, va être soit perdu, ce qui vous est représenté ici, toujours sur un profil de CGH. Vous voyez que vous avez une perte dans toutes ces tumeurs du locus correspondant à ARF. Donc perte du gène, ou également méthylation du gène, car ARF est un gène qui est fortement soumis à méthylation, et donc on peut avoir le gène toujours présent, mais que celui-ci soit fortement méthylé, et cette méthylation de l'ADN, vous vous en souvenez du cours précédent, va se traduire par une moindre expression. Donc là, on a une inactivation fonctionnelle finalement de ce gène ARF. Il est présent, mais il n'est plus capable d'exercer sa fonction parce qu'il n'est plus exprimé. Donc, vous voyez que la régulation de la dégradation, au fond, est quelque chose qui est extrêmement important, qui est complexe, vous l'avez vu, qui fait appel à cette cascade de protéines qui se contrôlent les unes les autres, qui a ces régulations très complexes de dégradation entre MDM2 et MDMX, de ARF qui vient là au milieu. Et ça vous montre au fond que dans l'homéostasie cellulaire, eh bien, la régulation de la transcription, c'est quelque chose d'important, mais que la régulation de la stabilité des protéines, la régulation de la dégradation, c'est l'idée sur laquelle nous avions terminé le cours précédent, eh bien, la régulation de la dégradation, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. Et ceci vous est montré à travers l'exemple de cette régulation complexe, encore une fois, de P53, mais qui est essentielle à la fois dans le développement, mais aussi dans le développement des cancers chez l'homme. Alors, maintenant, on va parler des modifications post-traductionnelles et de l'activité in vivo. Parce que là, au fond, avec la dégradation, on a parlé de la régulation en réponse au stress, donc stress génotoxique, stress extrême, extrêmement violent, et dans lequel ou stress oncogénique, dans lequel on va activer P53. Mais il existe un deuxième niveau de régulation qui est probablement celui qui assure les fonctions de base et qui va en particulier être important pour des choses que je qualifierais de plus subtiles, plus fines, qui vont être par exemple la régulation du cycle cellulaire, la régulation du métabolisme ou de l'autophagie, et également, de manière très importante, la régulation du devenir et de la prolifération des cellules souches. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on a finalement abordé ces questions de manière assez récente et avec des expériences un peu fines, un peu complexes, un peu lourdes à mener, dont on va voir le principe dans un instant, qu'on appelle des knock-in, c'est-à-dire au fond une étude structure-fonction in vivo. Alors évidemment, c'est assez lourd, parce qu'au lieu de supprimer complètement le gène, on va faire une mutation ponctuelle in vivo et on va chercher à voir quel va être l'effet de cette mutation ponctuelle. Et parmi les sites qu'on va être tenté de muter in vivo, on va bien sûr trouver au premier plan les sites cibles de modification
post-traductionnels, comme de l'acétylation, de la phosphorylation ou autre. Alors, de quoi est-ce que ceci est né? Eh bien, ceci n'est pas né, en fait, m'a été récemment fortement remis au goût du jour avec la découverte qu'au fond, ce que l'on pensait être le fondement moléculaire de l'anticancer, ce qui fait que les souris P53KO font des tumeurs et que les autres n'en font pas, eh bien, dans un premier temps, je vous ai dit, il était logique de penser que c'était l'apoptose et le contrôle du cycle qui étaient importants, puisqu'en effet, cycle cellulaire déréglé, apoptose déréglée sont des caractéristiques cardinales des tumeurs humaines. Et donc, pendant au moins 20 ans, on s'est dit qu'au fond, les gènes importants pour l'effet anticancéreux, c'était l'inhibition du cycle, donc P21, et puis l'induction de l'apoptose avec les deux inducteurs principaux qui sont Noxa et Puma. Et puis un jour, quelqu'un a eu l'idée de vouloir vérifier cette théorie. Il a fait une expérience extrêmement complexe qui est de faire un triple KO pour ces trois gènes. En disant, ces trois gènes sont vraiment les effecteurs maîtres de P53. Si on fait un triple KO, ce qui est génétiquement un peu complexe, puisqu'il va falloir inactiver les si, le si à la fois, eh bien, si on fait un triple KO dans lequel il n'y a plus vraiment de contrôle de l'apoptose et il n'y a plus vraiment de contrôle du cycle cellulaire, à ce moment-là, on devrait obtenir des tumeurs, on devrait finalement avoir ce qu'on va appeler une phénocopie du KO de tout le gène. Eh bien, en fait, il n'en est rien du tout. Et ces souris-là ont un défaut majeur de régulation du cycle, ont un défaut majeur de régulation de l'apoptose, mais en fait, elles ne font pas du tout de tumeurs. Et donc ça a été par ailleurs fortement soutenu par le fait qu'il existe un certain nombre de mutants, on va voir des exemples de P53, des mutants ponctuels, des mutants sur des sites de modification, des sites d'acétylation, des sites de transactivation. Eh bien, ces mutants sont incapables d'induire les gènes du cycle et de l'apoptose. La protéine est déficiente au niveau de son pouvoir transactivateur, mais bien que incapables d'induire ces gènes-là et d'autres, eh bien, ils seront quand même résistants aux tumeurs. Et donc ça pose une question qui est encore une question ouverte. Il y a de très nombreuses équipes dans le monde qui travaillent en ce moment là-dessus, qui signifie que finalement, la protection contre le développement des tumeurs qui est permise par P53, eh bien, probablement ne dépend pas complètement, ou peut-être même pas du tout, ni de la prolifération, ni de la mort. Et parmi les candidats qui sont évoqués aujourd'hui, eh bien, c'est le métabolisme qui, depuis quelques années, a fait un grand retour. Et on pense effectivement que les fonctions métaboliques de P53, qui étaient connues depuis 25 ans, mais qui avaient été un peu mises sur le côté, parce que pendant longtemps, le métabolisme n'a intéressé personne, eh bien que peut-être que ces fonctions sur le métabolisme sont essentielles pour la protection contre les tumeurs. Également, un phénomène qu'on appelle l'autophagie, qui est finalement l'autodigestion de la cellule en réponse aux jeunes, qui va probablement aussi permettre de digérer, de détruire des organelles déficientes. Et une expérience extrêmement provocante qui a été réalisée il y a une dizaine d'années et qui soutient ce modèle, même si au départ les gens n'avaient pas forcément cru, eh bien, c'est que si on prend une souris P53KO, donc qui va développer des tumeurs, et qu'on la nourrit dès la conception quasiment avec un très puissant antioxydant qu'on appelle le N-acétylcystéine. Le N-acétylcystéine est un précurseur du glutathion. Le glutathion, c'est le principal tampon antioxydant de la cellule. Donc si on bourre ces souris d'antioxydants, eh bien, ça va retarder de manière considérable le développement des tumeurs. Et donc ça, c'est une indication pharmacologique puissante qu'en fait, peut-être que la protection contre le développement des tumeurs chez la souris provient de la capacité de P53 à activer ces gènes impliqués dans le contrôle du stress oxydant, et que peut-être que finalement, dans la vraie vie, encore une fois, au moins chez la souris, je ne veux pas du tout dire que ce soit également le cas chez l'homme, mais peut-être qu'il est plus important de contrôler le stress oxydant plutôt que de contrôler la mort et de contrôler le cycle cellulaire. Et là encore, il s'agit de domaines qui sont en pleine mouvance actuellement. Donc voilà, donc après, si vous voulez qu'on ait considéré que sur ce schéma, que les deux
effets logiques pour le contrôle des tumeurs, c'était le contrôle du cycle cellulaire et le contrôle d'apoptose, et bien maintenant, on se dirige beaucoup plus vers le contrôle du métabolisme, vers le contrôle de l'autophagie, à travers donc le contrôle du stress oxydant. Alors, au fond, comment est-ce qu'on fait, ces expériences? Alors ça, c'est juste de la cuisine, mais ça consiste à modifier le génome en introduisant une mutation ponctuelle. Et ensuite, ce vecteur donc une mutation ponctuelle dans un exon, et par recombinaison ensuite dans le génome de la souris, eh bien, on va être capable de muter de manière sélective un acide aminé ou plusieurs. Et ceci va donc définir ce qu'on appelle des souris knock-in. Et P53 a probablement été l'une des protéines les plus étudiées pour ces knock-in. Et vous voyez donc, ça c'est une diapo qui est déjà ancienne, mais qui montre tous les sites qui ont été modifiés. Donc on trouve bien entendu un certain nombre des hotspots de mutations dont on a parlé, les mutations présentes dans le cancer, mais aussi les domaines de transactivation et puis aussi la région tout à fait C-terminale, on va y revenir. Donc, comment faire ensuite? Eh bien, ensuite, avec ces souris knock-in, eh bien, on va faire un certain nombre de choses. On va bien sûr décrire leur survie. On va voir que certaines d'entre elles, à vrai dire, la plupart vont avoir une survie relativement normale. Et ensuite, on va décrire le spectre des tumeurs qu'elles vont développer. Et puis, on va également, par des approches de transcriptomique, pouvoir définir des gènes cibles qui sont impliqués dans la réponse au stress. Et en particulier, ces souris ont été soumises à de la chimiothérapie, à du DNA damage ou à des stress plus subtils, comme le jeûne. Et donc, finalement, la description de la vie sans stress, la description de ce qui va les tuer, c'est-à-dire assez souvent des tumeurs, et la description de leur capacité in vivo à réguler des gènes, couplée avec des approches de ChIP-seq dans lesquelles on va pouvoir déterminer l'occupation des promoteurs d'un certain nombre de gènes cibles, va permettre de commencer à établir ce dont je vous parlais au départ, c'est-à-dire au fond une relation plus ou moins directe entre un type de stress, un type de modification, un type de gène cible et une fonction. Et donc c'est ça aujourd'hui qui est ce qu'on va appeler le cutting edge dans le domaine de P53, c'est d'essayer d'établir des rapports au fond entre un stress, une modification, un gène ou un groupe de gènes et une fonction, de manière à essayer de comprendre comment cette fonction de carrefour, Kp53 pour la réponse au stress, s'organise au niveau moléculaire. Alors, de toute évidence, on ne va pas parler de tout. J'ai juste choisi de vous illustrer quelques-unes des expériences les plus parlantes à cet égard. Donc, on a vu qu'il y avait dans la région N-terminale deux domaines d'activation, donc activation 1, activation 2, qui correspondent donc à ces deux résidus, ici 25-26 chez la souris, 53-54. Et donc, cette zone va être une zone d'interaction avec de très nombreux facteurs de transcription et qui, donc, une fois que la protéine est fixée sur l'ADN, va permettre l'activation transcriptionnelle, encore une fois, par ces cofacteurs dans lesquels vous reconnaissez les histones acétyltransférases P300 et CBP, dont je vous ai dit qu'elles participaient au processus d'activation transcriptionnelle. Eh bien, le laboratoire de Laura Attardi, qui était présente l'an dernier sur un séminaire au collège, dans un séminaire que j'avais organisé sur la fonction de P53 in vivo, a pu faire des observations tout à fait surprenantes suivantes, en comparant finalement des mutants pour un ou deux domaines de transactivation, à la fois pour le développement du cancer et pour l'activation des gènes cibles. Eh bien, ce qu'elle a pu montrer dans un célèbre papier publié dans Cell, c'est que si l'on mute les deux domaines de transactivation que je viens de vous montrer, eh bien, la mutation de ces deux domaines de transactivation crée un phénotype qui est équivalent à la perte du gène. Donc ça veut dire que ces deux domaines sont indispensables pour activer les gènes cibles et que donc finalement de perdre toute la protéine ou de perdre ces 4 acides aminés qui sont impliqués dans les interactions avec les coactivateurs vont avoir le même phénotype, en tous les cas en ce qui concerne la cancérogénèse spontanée.
Si maintenant on regarde des mutants avec un seul des domaines de transactivation, eh bien, on va avoir une protection contre les tumeurs. Et quand on fait maintenant des expériences de puces, quand on regarde l'activation des gènes cibles, soit en niveau basal, soit au niveau après stress oxydant ou stress tout court, eh bien, on va voir des grosses différences, en particulier que quand on mute le domaine de transactivation principal, eh bien, il va juste rester un tout petit nombre de gènes qui vont être activables par le stress. Évidemment, ce tout petit nombre de gènes activables par le stress permet de réduire de manière considérable la variété des gènes cibles intéressants pour le développement des tumeurs, en passant en gros de quelques milliers à quelques centaines. Et donc, Laura Attardi a montré qu'au fond, il y avait, a priori, on pouvait réduire à une petite centaine le nombre de gènes qui pourraient être impliqués dans la protection contre le développement des tumeurs spontanées. Et en croisant même, avec un certain nombre de critères, elle descend à une grosse dizaine de gènes qui sont des gènes candidats pour expliquer la protection contre les tumeurs. Donc voilà un mécanisme relativement simple par lequel la génétique permet de simplifier énormément les données du problème, puisque, en effet, donc, la mutation d'un site va permettre de supprimer l'activation de la majorité des gènes cibles, mais il va en conserver une petite minorité, et ces gènes cibles sont les gènes qui, a priori, seraient impliqués dans la protection contre le développement spontané des tumeurs. Alors, deuxième exemple, c'est la régulation par acétylation. Donc, on a vu qu'il y avait un certain nombre de sites d'acétylation, aussi bien dans le domaine de liaison à l'ADN que dans la région C-terminale. Eh bien, il a été proposé, il y a, à vrai dire, maintenant in vivo des expériences qui soutiennent ce modèle, que cette acétylation serait impliquée dans le dépliement de la protéine et que ce dépliement de la protéine va permettre de libérer le domaine DNA binding. Donc, première chose, dépliement. Et puis, seconde chose, avec des acétyltransférases diverses, vous voyez, type 60, MOS, MOF, on va également acétyler d'autres résidus qui vont permettre l'interaction avec des gènes cibles particuliers, et en particulier dans l'équilibre sénescence-arrêt de cycle. Alors, cette modification est révertée par des désacétylases, la plus connue étant SIRT1, qui pourrait être la cible en particulier des aspects bénéfiques du vin rouge, donc ça a un intérêt tout particulier pour la pharmacologie de SIRT1. Et un des résidus dont je vous ai parlé, la lysine 120, est un de ces résidus, vous voyez, qui est en contact extrêmement proche avec l'ADN. Vous voyez ici les arginines qui sont responsables du contact avec l'ADN, qui sont celles qui sont fréquemment mutées d'ailleurs comme hotspot dans les DNA binding. On y reviendra dans le prochain cours. Et vous voyez qu'à côté de ces arginines, vous avez cette lysine qui également est en contact direct avec l'ADN. Et comme je vous l'ai dit pour les histones, eh bien, l'acétylation de ces lysines va permettre de réguler les interactions ADN-protéines. Alors, autre facteur qui a été étudié in vivo, eh bien, c'est des résidus qui sont impliqués dans la liaison coopérative. Je vous ai dit que très souvent, les facteurs de transcription étaient des dimères ou des tétramères. Eh bien, dans le cas de P53, l'un des domaines de dimérisation a été bien étudié. Il est situé ici, à l'interface entre les deux dimères. Vous le voyez représenté ici. Et il est en fait assuré par un pont salin entre une charge positive et une charge négative qui sont situées l'une face à l'autre, comme vous le voyez ici. Et donc, cette liaison coopérative avait été démontrée ex vivo, et donc des collègues allemands ont voulu faire tester le rôle de cette liaison coopérative chez une souris en mutant, vous voyez, les résidus de manière à avoir maintenant deux résidus positifs qui sont en face l'un de l'autre, et vous avez ici l'image en miroir de l'autre interaction.
eh bien, si par ce simple changement de la polarité d'un acide aminé situé par le point de contact, eh bien, c'est ce qu'on appelle la souris RR, eh bien, vous voyez que les souris RR avec les deux mutations sur ces deux points de contact homozygotes vont avoir une susceptibilité aux tumeurs qui est tout à fait nette, mais qui n'est pas aussi forte que le chaos. Ceci donc traduit une inactivation partielle de la fonction de P53. Et cette inactivation partielle de la fonction de P53 se traduit par une ex vivo, une perte de la capacité à induire de l'apoptose, en particulier en réponse à la surexpression d'un oncogène puissant comme MYC. Vous voyez qu'en présence d'une P53 normale, la transfection de MYC va induire de la sénescence et bloquer complètement la formation de colonies, comme vous le voyez ici. Quand on est dans un contexte moins, on va avoir énormément de colonies. Et quand on est dans ce contexte mutant, on a une protéine qui, au fond, n'est pas très performante et qui, du coup, va permettre le développement de quelques clones. Donc, ceci traduit l'importance de cette coopérativité dans la fixation de ces deux protéines l'une à l'autre et traduit l'importance donc, de cette coopérativité probablement et pour la fixation à l'ADN et pour l'activation des gènes cibles. Donc, nous poursuivrons dans le prochain cours avec encore d'autres exemples de mutations ponctuelles, des effets de mutations ponctuelles in vivo, et puis on commencera, après avoir vu ces régulations fines, à voir les aspects de biologie cellulaire, qu'est-ce qui change, comment est-ce que ceci s'intègre dans du trafic cellulaire, et on va voir qu'il va y avoir en fond un trafic entre trois compartiments qui vont être le nucléole, le nucléoplasme et le cytoplasme, et qu'un certain nombre des acteurs dont nous avons parlé vont conditionner cette distribution et ce trafic de P53 au sein de la cellule. Voilà, donc on se revoit lundi prochain. Merci.